Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Daniel Bikele-Onana, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Daniel, tu es travailleur humanitaire et tu es particulièrement spécialisé dans tout ce qui est question de nutrition au Cameroun, puisque tu es camerounais. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours ? Comme tu le dis, je m'appelle Bikele-Onana Daniel. Je suis originaire du Cameroun. Je suis un travailleur humanitaire depuis 2015. J'ai commencé ma carrière humanitaire comme volontaire au sein de la Société nationale de la Croix-Rouge camerounaise. Puis aussi, je me suis perfectionné un peu dans la kinésithérapie et j'ai également apporté mes prestations à l'unité de kinésithérapie. C'est de là qu'est venue l'envie de me former parce que pour moi, j'avais vraiment cette envie de pouvoir faire l'aventure dans des zones où vraiment il y avait des grosses crises humanitaires dans le pays, comme la région de l'Est, la région de l'extrême nord, où la crise humanitaire était vraiment visible. C'est pour ça que j'ai eu connaissance de l'Institut Bioforce par un proche parent. Et c'est de là que j'ai commencé à parcourir le site Bioforce et je me suis intéressé à la formation de responsable de projet nutrition. Et par la suite, j'ai contacté l'Institut Bioforce Afrique. C'est en fin 2017 que j'ai reçu l'invitation favorable de Bioforce de pouvoir m'inscrire. Et c'est comme ça qu'en 2018, de janvier à mai 2018, j'ai passé la formation responsable de projet nutrition à Bioforce à Dakar. Cette formation ça a vraiment boosté ma carrière. Ça a été un déclic pour moi parce que j'ai rencontré plein de professionnels de l'humanitaire. Moi, vraiment, je n'avais pas une forte expérience quand j'y allais. C'est cette multiculturalité-là, puisqu'on venait de plusieurs pays en Afrique. Il y avait aussi des Européens qui ont participé à cette formation, des Américains également. Donc, c'est cette multiculturalité-là, cet échange d'expérience qui m'a vraiment donné l'envie de continuer dans ce beau métier qu'est l'humanitaire. Et c'est ainsi qu'au retour de là, en mai 2018, je me suis lancé dans la recherche à l'emploi dans les zones où il y avait vraiment des situations de crise. Et c'est là où j'ai décroché un poste de stagiaire déjà au sein de la Croix-Rouge française à Maroua, dans la région de l'extrême nord, où le conflit avec le groupe islamiste Boko Haram sévit vraiment. Les conditions de sécurité ils sont vraiment défavorables pour les populations qui vivent sans craindre une grande crise humanitaire. Il y a une grosse situation de famine dans cette zone d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Donc, c'était vraiment l'endroit idéal pour pouvoir mettre en œuvre les connaissances que j'ai apprises dans la nutrition et aussi renforcer mes capacités. C'est de là qu'après ce moment, j'ai décroché mon premier poste au sein de cette organisation. Par la suite, j'ai poursuivi avec une autre organisation dans laquelle je suis actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, toi qui es camerounais, un petit peu quelle est la situation aujourd'hui au Cameroun et quelles sont les différentes crises humanitaires qui sont associées à différentes régions du Cameroun ? Le Cameroun est un pays qui est déjà la situation géographique, géopolitique qui est située dans le bassin du lac Tchad, qui est une zone qui fait face à beaucoup de crises, que ce soit des crises de sécurité, des catastrophes naturelles, des problèmes de sécheresse, problèmes d'inondation parfois lorsqu'il y a des fortes pluviométries. Sur plusieurs frontières, le Cameroun fait face à beaucoup de fronts. La première réelle crise humanitaire qui a débuté au Cameroun, c'était courant 2008 avec le conflit politico-sécuritaire en République centrafricaine, où il y a eu un gros afflux de réfugiés centrafricains qui se sont dirigés dans la partie est du Cameroun. Quand tu dis un gros afflux de réfugiés, ça représente combien de milliers de personnes qui ont dû traverser la frontière pour se réfugier au Cameroun ? Si mes chiffres sont exacts, il y a eu un afflux de plus de 80 000 réfugiés pour un premier temps.
Ensuite, le conflit, il y a une résurgence du conflit dans les années 2011 avec le conflit qui opposait le groupe Seleka et aux anti-Balaka. Il y a eu d'autres milliers de réfugiés sont entrés. Il y avait plus de 100 000 réfugiés dans cette zone. Quelles ont été les conditions d'accueil pour ces réfugiés? Déjà, premièrement, l'État du Cameroun a pu prendre certaines mesures, malgré le fait que l'État ne disposait pas de moyens conséquents en termes d'habitat, pouvoir caser ces populations, en termes de mettre en place des dispositifs sanitaires, des dispositifs d'accueil social pouvant prendre en charge ces réfugiés. C'est là où vraiment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a vraiment pris les choses en a commencé un appui conséquent et aussi avec les partenaires de mise en œuvre des organisations internationales, des ONG qui se sont installées vraiment dans cette région de l'Est pour pouvoir mettre en œuvre ces prises en charge de ces réfugiés-là. Et jusqu'aujourd'hui, en 2021, beaucoup d'organisations sont toujours pour pouvoir assister ces réfugiés. Et si vous avez suivi l'actualité de récemment avec les élections présidentielles en RDC, en RCA, où on a encore assisté à une flambée de l'insécurité, il y a encore certaines populations à cette frontière est du Cameroun qui sont encore entrées au Cameroun pour se réfugier. Donc, vous voyez que cette région de l'Est est une zone vraiment où il y a un fort besoin humanitaire au Cameroun. Donc, toi, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur des programmes qui permettaient l'accueil de ces réfugiés? À l'Est du Cameroun, pas vraiment. Plutôt ce que j'ai fait, j'avais fait une recherche, mon mémoire de master sur la prise en charge sanitaire des réfugiés centrafricains de l'Est Cameroun, dans 3 sites, Timangolombi et Lolo, frontalier avec la SCA, où j'ai vraiment étudié les conditions d'accès aux infrastructures sanitaires, aux besoins de base, à l'eau, à l'hygiène, aux besoins de base en santé. Je me suis rendu pour une mission dans cette partie-là, à Batouri, dans cette zone de l'Est Cameroun. J'ai fait pratiquement une semaine parce que j'ai eu une autre mission et je suis retourné à l'extrême nord pour continuer cette mission. Justement, quand tu parles de contexte camerounais, le Cameroun est également frontalier au nord avec le Nigeria et donc finalement toute une partie de certains pays qui sont très déstabilisés par les événements qui se déroulent actuellement au Sahel. Et cet extrême nord du Cameroun est aujourd'hui très touché, comme tu le disais, par l'influence de certains groupes comme Boko Haram. Oui, c'est exact, Bertrand. Après justement cette situation, cet afflux de réfugiés dans la partie Est, on a assisté vraiment à la plus, si je dirais, la plus grosse crise humanitaire au Cameroun qui s'est déroulée dans la partie extrême nord du Cameroun, où le groupe islamiste Boko Haram a commencé des grosses attaques parce que, comme vous le saviez, ce groupe menait d'abord des attaques sporadiques dans la zone nord-est du Nigeria. Mais à partir de l'année 2013, 2014, ce groupe a vraiment commencé à pénétrer dans le Cameroun et dans tous les pays frontaliers du bassin du lac Tchad, Niger, pour pouvoir vraiment mener des attaques au niveau communautaire. Et c'est de là qu'est né vraiment le premier grand nombre de réfugiés. Près de 200 000 réfugiés nigérians sont entrés au Cameroun dans cette zone de l'extrême nord. Et c'est de là qu'est né le premier camp des réfugiés proprement parlant à l'extrême nord, le camp des réfugiés de Minao, qui a accueilli tous ces réfugiés nigérians jusqu'à cette année 2021. Ces réfugiés sont toujours... Parce que vous le savez, dans la partie est du Cameroun, on n'a pas eu vraiment des camps de réfugiés. On a eu des sites de recasement parce que ces réfugiés centrafricains qui venaient étaient installés au sein des villages avec des populations hautes. On les faisait des campements. C'est carrément différent des camps de réfugiés qui sont encadrés par les FMO, les forces de maintien de l'ordre, qu'on a vu dans la partie extrême nord où le contexte sécuritaire était vraiment bouillant pendant ce début-là. Et c'est comme ça que la situation humanitaire s'est détériorée, les conditions de sécurité alimentaire,
les conditions d'accès à l'éducation des populations, les conditions d'accès aux infrastructures de base, à l'eau, aux infrastructures sanitaires. Cette situation s'est vraiment détériorée. C'est pour ça que, parlant un peu de l'aspect spécifique à mon domaine, à la nutrition, la région de l'extrême nord avec l'enquête SMART 2017, on avait un taux de malnutrition global, aigu global de près de 6%. 6%, vous voyez, c'est le plus gros taux de malnutrition du Cameroun. Donc, cette situation, c'est comme ça que ce conflit a vraiment créé sur des années. C'est depuis 2018 avec la force multinationale mixte que les pays du bassin du lac Tchad ont pu mettre sur pied avec les puissances étrangères comme la France, les États-Unis et autres. C'est là où vraiment ils ont pu quand même un peu endiguer ces attaques-là. Mais maintenant, on assiste quand même à des attaques toujours qui sont de type kamikaze, surtout dans certains départements dans la région de l'extrême nord, dont la situation humanitaire et sécuritaire persiste toujours. Et aussi, il faut noter aussi que 37 zones du Sahel, c'est une zone un peu, on peut dire, c'est une zone un peu endémique côté humanitaire. C'est une zone endémique c'est une zone qui est déjà en croix à un climat sahélien où on a une grande saison sèche qui court pratiquement 6 mois et aussi une grande saison de pluie. Donc, vous voyez que pendant la saison sèche, il y a vraiment un problème de sécurité, d'accès à l'alimentation, puisque les populations locales ne peuvent plus faire de l'agriculture. Ils vivent seulement avec les réserves qu'elles ont faites au courant de la période de culture. Et aussi, également, pendant la saison des pluies, on a des grandes pluies qui lessivent les sols et les maisons. Ça crée des grandes inondations. Donc, vous voyez que cette zone vraiment est endémique avec des problèmes humanitaires au courant de l'année. Donc, c'est vraiment une zone où le besoin humanitaire est présent. Est-ce que Daniel, juste avant de nous expliquer un peu plus en détail ce que toi tu maîtrises bien et de nous raconter un petit peu les éléments importants à prendre en compte lorsqu'on parle de malnutrition, est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous expliquer en quoi ces différents événements ont déstabilisé sur le plan sécuritaire ces différentes parties du Cameroun et comment toi, en tant que Camerounais, ça a pu avoir un impact sur ta façon de te déplacer dans ton pays? Merci pour cette question qui est très importante. Vous voyez, déjà, ces attaques ont créé des déplacements, que ce soit, comme on parlait d'un premier temps, des déplacements des populations qui venaient de l'autre pays, de la partie du Nigeria, qui se sont réfugiées. Et également, on a assisté au premier phénomène de population déplacée interne au niveau du Cameroun. Dans tous les villages et les localités qui étaient sur le corridor de la frontière, les populations ont déserté ces villages-là pour pouvoir migrer à l'intérieur de la région. C'est pour ça que ces zones restaient désertes, où il n'y avait aucun contrôle social, aucun contrôle administratif. Et vous voyez, ces populations déplacées internes avaient besoin d'espace où vivre. Ils venaient dans d'autres localités où il y avait déjà des populations hautes qui vivent aussi des conditions humanitaires qui ne sont pas favorables, où il y a de l'insécurité alimentaire, où les gens n'ont pas accès aux infrastructures de base, où les gens n'ont pas vraiment accès à l'éducation. Et vous voyez ce poids encore, si on ajoute encore ce poids des autres populations, ça a vraiment détérioré la situation humanitaire. Et aussi, avec ces événements, ces nouveaux événements qui étaient un peu, on peut dire, inédits pour les populations au Cameroun, ça a entraîné une certaine psychose. Vous voyez, il y avait déjà des mesures sécuritaires un peu strictes, beaucoup de checkpoints. Vous voyez, quand je me suis déplacé pour la première fois vers cette région de l'extrême nord pour travailler, il y avait des couvre-feux, la manière de se déplacer, même l'approche sécuritaire qu'on nous imposait comme travailleurs humanitaires était un peu nouveau pour les travailleurs humanitaires au Cameroun. Il fallait s'adapter à ces conditions sécuritaires dans nos interventions humanitaires, dans la manière de porter assistance aux populations, dans la manière de planifier les activités sur le terrain. Donc, c'est un peu ce contexte sécuritaire était un peu particulier pour les travailleurs humanitaires au Cameroun, dans cette zone-là.
Quel est le risque précisément pour les travailleurs qui travaillent là-bas à quoi est-ce qu'ils sont principalement exposés? C'est quoi? Ce sont des attaques sur la route, ce sont des kidnappings, ce sont des attaques à main armée pour des tentatives de vol? Qu'est-ce que c'est? Les travailleurs humanitaires sont exposés. Il y a plusieurs risques. Déjà, il y a des risques d'être au milieu de certaines attaques quand on intervient dans certaines zones. C'est pour ça que sur beaucoup de missions humanitaires, nous avons des personnes en charge, des responsables sécurité, avec qui on fait l'évaluation sécuritaire de la zone, qui essayent un peu avec la logistique de pouvoir un peu planifier les mouvements sur le terrain, recueillir les informations que les travailleurs de terrain comme nous faisons face sur le terrain, un peu de pouvoir un peu intégrer cette analyse sécuritaire là avant de mener toute intervention. Parce que vous pouvez également, comme autre risque, être fait face à des enlèvements si on intervient dans certains endroits qu'on ne maîtrise pas à certaines heures. C'est pour ça qu'il y a des heures sécu, par exemple, qu'on nous impose. Quand on part travailler le matin, on sait qu'à partir d'une certaine heure, nous devons rentrer vers la base pour pouvoir débriefer ce qu'on a fait en journée. Et également, il y a aussi le risque de se retrouver sur des mines, parce que vous savez, avec tous ces attaques-là, ces terroristes, ils ont adapté, beaucoup adapté, changé leur mode d'attaque. Vous voyez, ça a commencé par des attaques frontaux, après c'était des attaques sporadiques, après on est passé à des mines, des engins improvisés qui mettent sur la route. Et aussi maintenant, on assiste plus à des attaques kamikazes. Et vous voyez, les travailleurs humanitaires peuvent se trouver lors des interventions communautaires face à ça. Donc, vous voyez un peu que c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte l'analyse du contexte sécuritaire avant toute intervention. Et toi qui as eu l'occasion de travailler beaucoup dans cette région de l'extrême nord, est-ce que il t'est déjà arrivé toi de te sentir en insécurité? Ouais, à vrai dire, je vais prendre l'exemple de mon premier poste de terrain où j'étais superviseur et j'avais comme moyen de déplacement une moto. Et vous voyez, je parcourais de longues distances jusqu'à la frontière avec le Nigeria, dans la zone de Mobi et de Gamdougou. Mobi vers, ça c'est la ville au Nigeria et Gamdougou, c'était mon district sanitaire d'intervention. Vous voyez, je parcourais de longues distances et vous voyez, ce n'est que votre moyen de communication, votre téléphone. Et vous voyez, parfois, il y a les zones où le réseau, les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas bons. Vous vous retrouvez sur une moto et vous avez des risques de panne. Vous parcourez de longues distances et parfois même, il y a des villages qui sont espacés de plus de 10 kilomètres où il n'y a pas de maison. Vous parcourez des brousses pour pouvoir aller intervenir, aller mener des activités, des activités communautaires, des activités de mobilisation communautaire. Donc, à un moment donné, quand on travaille dans ces conditions-là, on peut souvent se sentir en insécurité. Mais avec cet amour pour l'humanitaire, on a toujours cette passion-là de pouvoir aller porter assistance aux personnes vulnérables. Ce que tu racontes là, c'est un élément intéressant puisque moi qui ai eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews de Français, donc des expatriés qui travaillaient dans des zones sécuritaires à risque, finalement ces Français jamais ne pouvaient se retrouver tout seuls sur une moto. Mais toi, comme tu connais le pays, comme tu es camerounais, tu pouvais prendre ce risque-là de voyager seul avec une moto pour aller de village en village pour mener à bien tes missions. Ouais, c'est ça qui est passionnant. Vous savez, il y a des niveaux de restrictions sécuritaires. Par exemple, les expatriés n'ont pas les mêmes restrictions que les staffs nationaux. Déjà, l'avantage avec le staff national, c'est qu'ils maîtrisent le contexte plus que le travailleur expatrié. Ils maîtrisent un peu la manière de vivre des populations locales. Ils parlent un peu les langues locales. Vous voyez, c'est ce moyen un peu qui fait en sorte qu'on a un peu plus d'acceptance de la part des populations. Et aussi, il faut dire que les populations dans cette zone vraiment acceptent bien la chose humanitaire, ils acceptent bien les logos humanitaires et vous voyez, avec cette acceptance et la visibilité qu'on porte sur nous, des organisations humanitaires, on est moins enclin de se faire attaquer. Et aussi, ça, c'est d'un premier temps. Et aussi, il faut dire que
Il faut, pour pouvoir un peu diminuer ce risque d'exposition, il faut aussi vraiment respecter les règles sécuritaires qui sont érigées par l'organisation. Parce que vraiment, si on ne respecte pas ces règles sécuritaires, parfois on peut souvent déborder, par exemple, se trouver dans des zones insécures à des heures induites où on ne peut pas réellement avoir une communication avec la base. On ne peut pas bénéficier d'un temps de réactivité si on est face à une situation sécuritaire et aussi vraiment respecter les populations. Comme moi, par exemple, je suis originaire de la zone du centre Cameroun, mais je travaille dans la zone de l'extrême nord. Les particularités culturelles ne sont pas toujours les mêmes, mais avec le respect de toutes ces conditions-là, on réduit vraiment le risque d'exposition aux problèmes sécuritaires. Donc malgré ce risque-là, toi tu décides quand même de t'investir et de t'engager, et tu choisis le domaine spécifique de la nutrition que tu connais particulièrement bien. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principaux problèmes de nutrition auxquels sont confrontées ces populations? Vous voyez, toutes ces crises-là vraiment m'ont donné l'envie de pouvoir d'intervenir dans l'humanitaire, d'apporter ma contribution. Et déjà, pour revenir un peu à ce qui m'a motivé, j'ai eu cette motivation en voyant un peu les conditions au niveau de cette zone sahélienne et également dans la partie est du Cameroun, des populations qui n'arrivaient plus à faire des champs, à faire de l'élevage parce que voilà leurs deux principales activités, l'élevage et l'agriculture. Et tout ça a entraîné des conditions de malnutrition, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Déjà, c'est ce constat qui m'a fait choisir la formation de responsable projet nutrition à Bioforce. Et en rentrant dans cette zone-là, arrivé dans la partie extrême nord, j'ai vraiment pu toucher du doigt et les réelles conditions nutritionnelles des populations. Vous voyez, les populations sont enclins à la malnutrition aiguë sévère, particulièrement pour les femmes enceintes et les enfants. On a des carences en vitamines, toujours au niveau des enfants de moins de 5 ans. On voit ces carences-là entraînent un défaut, un retard de croissance, un retard dans le développement. Et vous voyez, on peut jusqu'à voir un retard même dans l'apprentissage, dans le niveau de compréhension, le niveau d'avancée à l'école des enfants. Donc, toutes ces conditions-là m'ont vraiment encouragé, m'ont vraiment boosté pour pouvoir vraiment continuer dans ce domaine qu'est la prise en charge de la malnutrition. Et comme d'une manière globale, les populations en général, que ce soit les enfants, ont des problèmes d'accessibilité à l'alimentation. Ça, c'est l'aspect sécurité alimentaire parce que les populations n'ont pas accès aux espaces pour pouvoir cultiver. Il y a un problème de disponibilité également des aliments. Il y a un problème économique également. Les populations, il y a un manque d'emploi qui entraîne des difficultés économiques pour pouvoir s'approvisionner les aliments. Et aussi comme problème, on a un problème d'utilisation. Parce qu'il peut y avoir des aliments locaux, mais les gens ne consomment vraiment pas les aliments d'une manière équilibrée. Il y a une monotonie dans la consommation d'aliments. Les populations privilégient plus des cultures de rente. Je vais prendre un simple exemple. Il y a des cultures saisonnières dans ces zones du Cameroun, comme peut prendre l'arachide, le mil, mais des familles, vu qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se prendre en charge l'éducation des enfants, prendre en charge leur santé, ils privilégient la culture de rente. Donc, ils récoltent et ils vendent ces aliments-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Tout ça, ça entraîne, ça augmente le taux de malnutrition dans ces familles-là. C'est une situation qui est un peu grave. Vous voyez, le taux de malnutrition global à l'extrême nord est de près de 6%, alors que la moyenne au Cameroun est autour de 3%. Il y a aussi des causes fondamentales qui sont l'implication, le manque la faible implication des femmes dans les activités du foyer, des conditions économiques globales, des conditions politiques qui entraînent vraiment des conditions aussi climatiques, des conditions vraiment on peut pas s'attaquer d'une manière simple. Il faut des actions, des grosses actions de plaidoyer, de gouvernance, de renforcement des capacités des populations locales. Je vais prendre un exemple simple.
sur des conditions climatiques. Vous voyez, cette zone sahélienne est enclin chaque année à des fortes inondations et à des fortes sécheresses. Comme je dis, le climat est du type sahélien où il y a une grande saison sèche sur 6 mois et une grande saison de pluie sur 6 mois. Donc, vous voyez, pendant la saison des pluies, les populations essayent de cultiver et ce qu'ils récoltent déjà, pour un premier temps, ils le vendent plus. Le reste, ils font des réserves à la maison, des sacs de mil, d'arachide. Et quand la saison finit, l'autre saison qui commence, ces réserves ne peuvent pas remplir leurs conditions nutritionnelles. Donc, vous voyez qu'à chaque saison, il y a un problème nutritionnel qui se pose. D'où des interventions spécifiques dans la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire sont vraiment indispensables dans ces régions-là. Et justement, toi, en tant que responsable de ces programmes de nutrition, quelles sont les actions que tu peux mettre en œuvre, toi, pour améliorer la condition de ces populations? D'une manière globale, il y a des actions de prévention. Les actions de prévention sont plus axées sur le changement de comportement des populations pour pouvoir prendre en charge eux-mêmes, pour pouvoir déjà savoir ce que c'est que la malnutrition. Parce que vous savez aussi, il y a des perceptions locales qui sont une grosse barrière pour la prise en charge de la malnutrition. Certaines populations ne conçoivent pas le fait que la malnutrition, c'est une maladie comme toutes les autres. Elles pensent que la malnutrition, c'est un problème de fétichisme parfois, un problème de malédiction. Tout ça, ces messages de sensibilisation-là concourent vraiment déjà dans un premier temps à faire comprendre aux populations que la malnutrition, c'est un grave problème sanitaire comme les autres maladies. Comme on a les principales maladies qui touchent les enfants, le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées dans cette zone. La malnutrition également, si on se tient aux chiffres de malnutrition, c'est un gros problème. Et c'est tous ces messages qui concourent au changement de comportement qu'on fait passer par des sensibilisations de groupe, par des sensibilisations de masse, par des focus group, des discussions interpersonnelles, des visites à domicile dans des ménages pour pouvoir passer ces informations-là. Et également, il y a aussi des interventions spécifiques pour le changement de comportement. Par exemple, il y a ce qu'on fait d'habitude qu'on appelle les démonstrations nutritionnelles. Ça, c'est vraiment impliquer les femmes à pouvoir préparer des aliments complets, des aliments avec 5 étoiles, comme on aime le dire, avec les 5 groupes d'aliments, à base des aliments locaux. Montrer à ces femmes que tous les aliments qu'elles peuvent avoir au niveau communautaire, si on mélange bien ces aliments, on peut avoir un aliment local, un repas riche avec tous ces 5 groupes d'aliments pour pouvoir vraiment booster la nutrition des enfants et du ménage en particulier. Comment faire des bouillies enrichies pour les enfants de moins de 2 ans, pouvoir pallier l'alimentation maternelle exclusive. Et également pour des cas qui ont atteint déjà le niveau de malnutrition aiguë sévère, il y a des programmes de prise en charge en ambulatoire où on donne des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, des plum peanuts aux enfants pour pouvoir les prendre en charge. Également, au niveau des formations sanitaires, il y a des cas de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications qui se font au niveau des formations sanitaires. Déjà, pour nous, humanitaires, c'est vraiment d'appuyer l'État, le système étatique en place, parce que le système étatique a ces protocoles-là dans leur politique nationale, mais ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir les mettre en place. Ils n'ont pas une ressource humaine qualifiée. Donc, pour nous, travail humanitaire, c'est de renforcer les capacités de ces ressources humaines-là, les faire des formations, par exemple, sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications et sans complications, pouvoir renforcer également le système sanitaire en intrants, par exemple, en intrants alimentaires, les aliments thérapeutiques pour l'emploi, les médicaments pour la prise en charge systématique des enfants et pouvoir aussi faire des donations en matériel, en équipement pour que vraiment le système sanitaire en place puisse lutter efficacement parce que vous le savez, Bertrand, la stratégie des organisations, ce n'est pas de rester éternellement dans une zone, c'est vraiment de pouvoir renforcer le système en place et de faire la stratégie de sortie en sachant que le système qui reste puisse vraiment se débrouiller tout seul.
Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte, les principales interventions qu'on peut mener pour lutter contre la malnutrition. Ça, c'est l'aspect malnutrition, dans les aspects de prévention et les aspects de prise en charge. Et également, il y a un autre aspect qui ne peut pas se dissocier à la prise en charge de la malnutrition, c'est l'aspect sécurité alimentaire et moyens d'existence. Ça, c'est plus les spécialistes de l'agroalimentaire qui interviennent sur cet aspect en renforçant les communautés pour pouvoir, par exemple, produire les aliments par l'agriculture, l'élevage, les former également sur comment faire des coopératives, des organismes à base communautaire solide. Parce que, comme vous le savez, si les communautés ne s'organisent pas, ça sera difficile pour elles de vraiment mener des actions significatives. Parce que prendre en charge des ménages au cas par cas est un peu difficile. Mais mettre sur pied des organismes communautaires, des structures à base communautaire solides, ça a vraiment un réel impact. Renforcer leurs moyens d'existence, leur permettre de se prendre en charge elles-mêmes. Donc, ça, c'est toutes ces actions-là que, si elles sont mises sur pied, ça va vraiment concourir à améliorer la situation nutritionnelle des communautés. Et donc toi, tu interviens énormément sur tout ce qui est sensibilisation. On voit que tout ce qui est formation également, c'est un sujet que tu maîtrises particulièrement. Mais effectivement, comme tu l'expliquais juste avant, il y a aussi parfois un manque de l'État. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as préféré t'engager auprès d'organisations humanitaires plutôt que auprès de l'État camerounais, par exemple, pour essayer d'améliorer ces conditions-là? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez qu'en Afrique, déjà, travailler pour l'État, c'est pas toujours aisé. Les ressources humaines de l'État sont vraiment limitées, et l'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir prendre en charge ces ressources humaines, renforcer leurs capacités comme ils se doivent. D'où ma réelle volonté de me lancer, de me tourner vers les organismes humanitaires, parce que les organismes humanitaires, pour moi, renforcent vraiment les capacités de leurs ressources humaines par des formations, par des séminaires, par des ateliers. Tout ça, c'est un peu ça qui m'a un peu fait avoir cette envie dès le départ d'aller vers les organismes humanitaires, et aussi la capacité de déploiement des organismes humanitaires sur le terrain en termes de moyens, en termes de ressources. C'est ça qui m'a vraiment encouragé à aller vers les organismes humanitaires. Et vous savez aussi, dans des zones comme des zones sahéliennes, la zone extrême nord du Cameroun, l'État, avec le conflit humanitaire et sécuritaire qui sévit, l'État parfois a abandonné ses structures de base. Je vais prendre l'exemple des formations sanitaires. Dans des villages, des communautés où vraiment il y a eu des attaques des groupes islamiques, on ne retrouve même plus des formations sanitaires, on ne retrouve même plus des écoles secondaires, des écoles primaires, des structures de base, des structures administratives. Donc tout ça, vraiment, il y avait un réel besoin dans ces zones, et c'est des organismes humanitaires vraiment qui se déploient, qui peuvent mieux se déployer dans ces zones et soutenir l'État. Est-ce que maintenant que toi tu es formé justement à l'humanitaire et que tu as beaucoup d'expérience, est-ce que tu te verrais travailler toujours pour des organisations internationales, mais cette fois dans d'autres pays que le Cameroun? Oui, j'ai cette envie-là et cette passion de vraiment faire l'aventure dans l'humanitaire, surtout pour pouvoir découvrir comment les peuples et les communautés vivent dans certains endroits. Parce que les conditions qu'il y a au Cameroun, forcément, ce pas les mêmes conditions humanitaires et sociales qu'il y a peut-être au Nigeria, en République centrafricaine. En Afrique de l'Ouest. C'est vrai, j'ai déjà fait deux pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Niger. Et le constat que j'ai fait, c'est que les populations là-bas sont un peu... Nous tous, nous sommes des peuples au sud du Sahara, mais chaque pays, chaque communauté a sa particularité. Je vais prendre l'exemple du Niger, où j'y étais pour faire une formation sur les épidémies en mars dernier. Déjà, le contexte social est différent par rapport au contexte du Cameroun. Les conditions de vie sont plus difficiles, et aussi c'est une zone où il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui interviennent dans ces zones-là, parce que c'est vraiment une zone où il y a des conditions sécuritaires difficiles
et l'actualité le dit même avec à la partie est du Niger qui a récemment encore subi des attaques djihadistes. Donc, vous voyez, ces zones-là, c'est des zones vraiment où il y a des problèmes humanitaires palpables et un peu différents. Chaque zone, vraiment, chaque pays au sud du Sahara a sa particularité. Et j'aimerais vraiment découvrir ces zones-là pour pouvoir apporter ma petite contribution dans la résolution des problèmes humanitaires d'une manière globale et peut-être plus particulièrement dans le domaine de la santé et nutrition. On vient d'évoquer à l'instant justement toute cette formation que toi tu as suivie et que tu continues de te former toi-même sur d'autres domaines. Quel conseil tu pourrais donner toi à des personnes, des Camerounais ou des Africains de façon plus générale qui veulent se former et qui veulent travailler dans l'humanitaire? Comme conseil déjà que je voudrais donner aux Camerounais qui veulent se former et exercer dans le domaine humanitaire, c'est déjà d'avoir la passion de l'humanitaire, d'avoir cette passion de pouvoir porter assistance aux populations vulnérables et dans toute zone, de pouvoir vraiment avoir l'envie d'aventure. Et pour pouvoir le faire, il faut se former. Il faut partir vers des organisations de formation qui donnent des bonnes formations, des formations complètes dans l'humanitaire comme Bioforce. Vraiment essayer de mettre les moyens de son côté. Vous savez, Bertrand, c'est un peu un sacrifice pour les Africaines moyennes que nous sommes de pouvoir débourser 5 000 euros pour se former. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment difficile. Vous savez, la majeure partie des pays au sud du Sahara sont en dessous du seuil de pauvreté. Vraiment, se former n'est pas facile. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des formations en ligne. Il y a des formations en ligne qui ne sont pas très coûteuses. Toutes ces formations-là peuvent vraiment booster la carrière d'un travailleur humanitaire et de quelqu'un qui a envie vraiment de faire une carrière humanitaire. Toi-même, avant de faire Bioforce, tu t'étais déjà un petit peu formé. Est-ce que tu peux revenir justement sur les différentes formations que tu as eu l'occasion de faire avant de pouvoir intégrer Bioforce? Déjà, à l'université, ma formation de base, j'ai fait sciences biomédicales. J'ai eu une licence en sciences biomédicales. J'ai voulu continuer dans le domaine de la médecine, mais déjà, j'avais cette passion-là pour la santé communautaire. C'est pour ça que j'ai fait un, un, une formation de second cycle, de master en santé publique, où j'ai soutenu dans le domaine mon master dans le domaine de la santé communautaire. Et comme je le disais, j'ai fait mes recherches sur la prise en charge sanitaire des réfugiés centrafricains de l'Est Cameroun. Vraiment, j'ai choisi ce thème avec mes enseignants parce que j'avais envie déjà de voir ce qui se passe dans cette partie-là, de pouvoir palper la situation humanitaire. Et en faisant les recherches dans ce domaine, ça m'a vraiment encore donné l'envie de pouvoir faire carrière dans ce domaine-là. Et c'est par la suite que je suis allé à la Croix-Rouge, je me suis perfectionné dans la prise en charge des déficients physiques dans la kinésithérapie et j'ai aussi apporté ma contribution là-bas en tant qu'enseignant volontaire où je donnais des modules de santé publique et de médecine physique et de réhabilitation comme bénévole. Donc, c'est aussi, vous voyez, c'est cette passion-là pour le bénévolat qui m'a montré qu'on peut apporter sa contribution en formant des gens sans pour autant attendre quelque chose, en formant des professionnels de la santé. Et également, là, quoi, j'ai fait une formation en secourisme des premières urgences, pouvoir maîtriser les règles de premier secours, les règles de base en premier secours à la Croix-Rouge. Et c'est après ça que je suis allé à Bioforce, où j'ai fait cette formation en nutrition. Et au retour de Bioforce, je ne suis pas resté les bras croisés. Comme je disais, il y a des opportunités vraiment de pouvoir faire des formations online, en ligne. J'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une formation sur la protection de l'enfance, sur la corruption, la prévention de la corruption dans l'humanitaire. J'ai fait une formation sur la sécurité personnelle. J'ai fait également une formation spécifique à la riposte contre la COVID-19. Il y en a plusieurs formations dans ce sens en ligne. Et vous voyez, avec la dernière crise sanitaire mondiale qu'on assiste,
dans toutes nos interventions humanitaires, maintenant, on intègre le fait de prévention, de respect des mesures barrières contre la COVID-19. Et toutes ces formations sont disponibles en ligne. À Niamey également, j'étais allé faire une formation sur la prise la riposte contre les épidémies, plus particulièrement sur le choléra. Donc, vous voyez, je ne suis pas resté les bras croisés malgré que j'ai fait Bioforce, j'ai fait une formation un peu globale dans la gestion de projets humanitaires, mais j'ai continué à faire des formations spécifiques qui permettent déjà d'améliorer ma capacité d'intervention dans l'humanitaire et de pouvoir aussi être polyvalent dans la recherche de l'emploi. Parce que, comme on le sait, le monde humanitaire, c'est un peu un monde compétitif. Les ressources humaines ne sont pas toujours nombreuses. Les organisations recherchent des ressources humaines en fonction des projets, en fonction des ressources disponibles. Donc, vraiment, pouvoir se former dans plusieurs domaines, ça augmente ses chances de pouvoir mieux avoir un emploi dans l'humanitaire et évoluer dans l'humanitaire. Quand tu dis que tu t'es formé en ligne, quel organisme de formation proposait ces formations-là? Il y a le site Kaya, il y a Humanitarian Actions Kaya. J'ai également fait une formation sur le site de la London School of Hygiene and Tropical Medicine en ce qui concerne la prise en charge de la riposte contre la COVID-19. Il y a également le site en ligne, le site de Bioforce qui fait des formations en ligne. C'est très intéressant de s'y rendre là-bas également. Il y a aussi le site de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui délivre un gros éventail de formations en ligne. Et généralement, la majeure partie de ces formations sont gratuites donc, et accessibles à toute personne qui veut bien faire ces formations. Et facile aussi à utiliser ces plateformes-là. Donc si je résume, tu décides de te former, tu investis beaucoup d'argent, tout ça pour finalement travailler dans un secteur dans lequel tu risques de ne pas avoir d'emploi parce que les places sont peu nombreuses, et en plus de ça pour finalement partir sur des terrains d'intervention où tu mets carrément ta sécurité en jeu en te retrouvant tout seul sur une moto dans des endroits où il n'y a plus de réseau téléphonique. Mais comment est-ce que tous ces sacrifices sont perçus par ton entourage? Oui, ça, c'est une question vraiment pertinente pour ce qui concerne d'une manière globale les travailleurs humanitaires. Bertrand, le contexte africain est un peu particulier, déjà parce que la majeure partie des familles sont sous le seuil de pauvreté. C'est difficile de percevoir que quelqu'un parte en aventure, chercher un boulot qui n'est pas toujours évident et s'exposer à des conditions sécuritaires un peu difficile. Déjà, en ce qui me concerne, j'ai pu déjà pour payer ma formation à Biofor, j'ai pu convaincre mes parents qui ont participé également à payer le prix de cette formation. Là, c'était déjà un avantage pour moi parce que tout seul, à vrai dire, je ne pouvais pas supporter ce coût-là, cette formation, parce que déjà, il fallait payer le coût de la formation, il fallait y aller, payer le billet d'avion, payer l'hébergement, la nutrition pendant ces 3 mois et demi. Ce n'était pas vraiment évident si la famille n'adhérait pas à ce projet. Et au retour de là, comme difficulté déjà au départ, c'était ces choix-là, ce choix, parce que pour la famille africaine, c'est de pouvoir avoir un emploi dans l'État, un emploi qui est reconnu par la société. On sait que vous êtes travaillé pour le gouvernement dans un ministère, dans un domaine précis. C'est cette routine-là que moi, je n'ai pas toujours aimé parce que connaissant les moyens de l'État et avec ma passion, de pouvoir prendre l'aventure, aller aider, aller au cœur des populations vulnérables. C'était pas facile de faire comprendre ça à ma famille proche. Mais après mon retour de Bioforce et avec mon engagement et cette passion-là, ma famille a pu accepter. C'est pas toujours facile pour tous les autres déjà s'investir comme ça sans pouvoir connaître le lendemain. Comme on dit, l'humanitaire, pour les travaux humanitaires, parfois c'est une aventure, mais aussi c'est une très belle aventure quand on voit les résultats de ce qu'on mène, on voit des programmes qui sont à bout des populations, qui peuvent devenir autonomes, qui deviennent résilientes. Tous ces faits-là, vraiment, ça renforce notre envie de mener ce travail humanitaire-là
Et ça permet aussi à la famille africaine de pouvoir voir que l'humanitaire également aujourd'hui n'est pas seulement une aventure, puisqu'il y a aussi des gens qui font carrière dans l'humanitaire. Et pour cela, comme on le disait, il faut se former. Il faut vraiment se donner les moyens pour pouvoir se former, parce que si on ne se forme pas, on a un monde compétitif et on a des financements qui se réduisent. D'année en année, les financements, l'aide humanitaire se réduit, mais les problèmes, quant à eux, ne diminuent pas, mais l'aide humanitaire se réduit. Ça signifie aussi que les ressources humaines se réduisent et on veut plus de ressources humaines qualifiées, formées pour pouvoir mieux intervenir. Et si quelqu'un vraiment se donne les moyens pour se former, il peut vraiment évoluer dans l'humanitaire et faire et montrer à la famille africaine que l'humanitaire n'est pas seulement une aventure, mais on peut faire également carrière dans l'humanitaire. On sent que c'est un engagement qui va vraiment au-delà de simplement avoir un métier, l'engagement humanitaire. Oui, comme tu le dis, Bertrand, c'est un peu ça, ce virus-là, si je peux appeler comme ça, c'est vraiment au-delà de trouver, de chercher un métier, de faire carrière. Il y a ce virus humanitaire qui touche vraiment les travailleurs humanitaires. Cette passion de toujours être au milieu des populations vulnérables, de pouvoir se sentir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. C'est vraiment au-delà du métier. C'est toute une passion, c'est toute une vocation. C'est cet amour. Et pour moi, je peux l'appeler ainsi, c'est plus fort que tout ça. C'est un amour. Et si on allie amour et renforcement des capacités et formation, vraiment, on peut faire beaucoup de choses dans l'humanitaire. Parmi tous les sujets qu'on a abordés, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu aimerais revenir ou est-ce que tu vois un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé et que tu aimerais à tout prix aborder? C'était peut-être déjà dans un premier temps pour compléter la situation humanitaire au Cameroun, parce que parler de la situation humanitaire au Cameroun sans parler du récent conflit dans la région anglophone, c'est pas palpable, parce que depuis 2016, on a assisté à un tout nouveau type de conflit humanitaire et sécurité au Cameroun, dans les deux régions dites anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest, où il y a une partie de cette population-là qui réclame l'indépendance, qui réclame la sécession, toujours frontalière avec le Nigeria dans ces zones nord-ouest, sud-ouest. Donc, vraiment, ça a commencé par des revendications corporatistes où un groupe d'avocats a réclamé une modification du code judiciaire dans ces zones-là. Et après, c'est allé au niveau des enseignants, ensuite c'est allé dans toute la population. Et vraiment, depuis 2018, on assiste à des attaques. Ces groupes sécessionnistes se sont vraiment constitués en groupes armés qui affrontent directement les forces de maintien de l'ordre de l'État en place là-bas. Et on a assisté à une grande partie. Maintenant, vous voyez, il y a des populations camerounaises là-bas qui se sont déplacées vers le Nigeria. Donc, il y a un grand nombre, estimé également à des dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées du nord-ouest Cameroun et du sud-ouest vers le Nigeria. Donc, vous voyez, c'était le cas inverse avec la crise centrafricaine et le cas de Boko Haram. Maintenant, on assiste aux Camerounais qui se sont déplacés vers là-bas. Et il y a aussi beaucoup de populations déplacées internes qui ont fui des villages pour se retrouver dans d'autres villes du Cameroun. On a la partie littorale, la ville de Douala du Cameroun qui accueille beaucoup de déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Toutes les 10 régions même, vous voyez, même jusqu'à l'extrême nord du Cameroun, il y a des populations déplacées, des anglophones, qui quittent l'extrême nord, le nord-ouest pour aller là-bas, particulièrement les jeunes scolarisés, parce que là-bas, les sécessionnistes combattent vraiment le système éducatif. Ils ne veulent pas que les enfants aillent à l'école. Même les installations sanitaires sont attaquées. Donc, cette zone est vraiment un peu difficile d'accès. Même pour les travailleurs humanitaires, les organismes ont commencé à apporter leur aide dans ces zones-là, mais les travailleurs humanitaires qui ne sont pas anglophones d'origine ne sont pas les bienvenus. Donc, il y a un fort besoin humanitaire de ce côté, mais pour les travailleurs humanitaires,
c'est difficile, très difficile côté sécurité. On a assisté à des enlèvements des humanitaires dans cette zone-là pour la première fois, chose qu'il n'y avait pas eu vraisemblablement du côté de l'Est avec la crise centrafricaine et à l'extrême nord avec la crise Boko Haram. Mais dans cette région anglophone, on a des récurrents enlèvement des travailleurs humanitaires de ce côté-là. Donc, c'est une zone qui est vraiment, côté sécurité, l'intervention humanitaire un peu difficile parce que les populations, il n'y a pas cette acceptance-là de la chose. Tout ce que les populations réclament de ce côté-là, c'est leur territoire, c'est la sécession. Ça a un gros impact sur la population parce que déjà, avec toute cette crise-là, d'une manière globale, on a une chute des conditions de vie, on a une inflation qui s'impose, on a une chute de l'économie. Donc, vous voyez que ça a un impact sur toute la population camerounaise, toutes ces crises-là, ont un réel impact sur les conditions de vie des Camerounais. Même côté sécurité, puisque l'État en place a imposé des règles sécuritaires un peu strictes pour tout Camerounais, avec des couvre-feux souvent dans des villes, des interdictions de manifestations, tout ça. Un contrôle un peu plus strict, même dans les réseaux sociaux, sur l'expression des populations. Vous voyez que toutes ces crises-là ont un réel impact dans tout le Cameroun, parce que le Cameroun fait face à plusieurs crises sur presque la majorité des fronts au niveau de ses frontières. Donc, c'est ça qui entraîne un réel problème humanitaire dans le sentiment camerounais. Bah merci en tout cas d'être revenu sur ce point-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent aujourd'hui la situation actuelle au Cameroun, et ça permet un petit peu de mieux resituer le contexte et de mieux comprendre aussi bah, finalement l'environnement dans lequel toi tu évolues, et ça donne mine de rien une bonne explication à ton engagement, et on sent que tu as vraiment envie d'aider là où la crise sévit. Oui, avec toutes ces crises-là, on a le réel besoin d'apporter notre contribution dans notre pays parce que on a cette impression que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas de travail humanitaire engagé, ça sera difficile que l'aide puisse être apportée où les populations ont vraiment besoin de cette aide-là. Alors, alors c'est un débat qui existe aujourd'hui un petit peu dans la théorie de l'humanitaire, où on distingue les actions humanitaires d'urgence et les actions de développement qui sont des projets qui ont plus une vision long terme. Quel est ton point de vue, toi, justement, sur cette nécessité de l'urgence que certains vont mettre en avant et de devoir intervenir à tout prix rapidement, qui s'oppose parfois à une autre conception qui est celle du développement, où on va plutôt essayer de construire des programmes sur le long terme afin de permettre la résolution sur le long terme de ces crises. Comment est-ce que tu te positionnes, toi, sur ce débat-là? Ma perception à moi est que déjà, tous ces projets ont leur importance. Déjà, dans un premier temps, il est nécessaire, voire même indispensable de mettre en place des projets et des programmes d'urgence parce que quand une crise frappe, quand une population subit un choc, il faut vraiment qu'une action spontanée soit menée, une action directe, une action où on met beaucoup de moyens, où on prend en charge les populations, on renforce leurs moyens d'existence. Mais après que la situation sécuritaire est diminuée, les problèmes sécuritaires, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir vraiment mettre des projets et des programmes à long terme pour pouvoir permettre aux populations d'être résilientes. Et c'est aussi d'autant plus important que nous sommes, cette zone sahélienne et le Cameroun en particulier, nous sommes dans des zones qui subissent, comme je le disais, d'une manière endémique des crises chaque année. Au-delà des crises de sécurité humanitaire, on a des catastrophes naturelles qui sévissent chaque année. Pouvoir mettre ces programmes en place, renforcer les capacités des communautés pour qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes, mettre des projets à long terme, par exemple des projets de 5 ans, des projets où on renforce vraiment les organismes à base communautaire, où on met des mécanismes d'autogouvernance coopérative, des mécanismes d'épargne et de crédit où les populations peuvent prendre en charge leur économie. Je pense que ces projets de développement-là peuvent vraiment faciliter les mécanismes de désengagement et la sortie
des humanitaires. C'est vrai que c'est pas toujours évident, étant donné que la situation sécuritaire n'est pas toujours maîtrisée, ou des crises sécuritaires peuvent ressurgir à tout moment. Mais déjà, si on peut vraiment renforcer les capacités des communautés locales à pouvoir s'auto-prendre en charge, je pense que ça va vraiment contribuer à améliorer la résilience des communautés locales en à ces crises-là. Est-ce que, avant de conclure, tu aurais des conseils à donner de façon générale aux personnes qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent au monde de l'humanitaire? Avec ma petite expérience, déjà, le conseil que j'aimerais donner au travail humanitaire et à ceux qui s'intéressent au travail humanitaire, c'est de pouvoir avoir cette passion-là, cet amour pour le travail humanitaire, pour pouvoir prendre en charge les personnes vulnérables. Deuxièmement, c'est de pouvoir mettre les moyens de son côté pour pouvoir se former, de pouvoir vraiment créer un réseau pour pouvoir nous aider à évoluer dans l'humanitaire, mettre les moyens pour bien se former et avoir aussi l'ambition d'aventure, parce que ce n'est pas toujours de vouloir rester sur place, de pouvoir être dans sa zone de confort, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort pour aller vers des contextes où il y a vraiment des problèmes, que ce soit sécuritaire et humanitaire, et de pouvoir aussi respecter les règles sécuritaires qui sont érigées par les organisations pour pouvoir mener à bien son intervention et réduire les risques. Donc, c'est toutes ces choses-là qui peuvent vraiment concourir à faire une bonne carrière dans l'humanitaire. Daniel, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et on te souhaite une bonne continuation et bon courage pour tous tes projets à venir. Merci beaucoup, Bertrand. Je suis ravi d'avoir fait cette interview. C'est une opportunité pour moi. C'est à moi de vous dire merci. Merci encore. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.